de sa belle ville de Pau, où il est tête de liste du Front de gauche, afin de venir apporter un soutien indéfectible aux militants communistes et plus largement à la tête de liste, la gauche, la vraie, j'appelle le porte-parole du Parti communiste français, notre camarade Olivier d'Artigol. On n'est pas tous, pas très rassurés quand vient parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire. Bon là ça va, Jean-Luc, pour toi je ne sais pas après. Bon, merci pour cette invitation. Bon, les copains de Pau, où je mène en effet cette liste avec l'ensemble des composantes, m'ont dit mais où tu vas encore? Tu ne peux pas rester là. Et en effet, j'aime bien les soutenir, les amis, les copains qui sont en bataille, dans une offensive politique, dans un rassemblement que nous voulons généreux et très large. Alors j'ai pris un engagement de ne pas quitter Pau, mais lorsque les camarades m'ont appelé, dont l'un d'entre eux, Paul Sendic, qui est un ami très cher, et on a intérêt à lire les écrits de Paul sur la prochaine période par rapport aux équilibres planétaires, à la question énergétique, mais aussi tous les camarades de Montpellier. J'ai eu un ticket de sortie de mon territoire. Je suis très content de retrouver Montpellier. On avait eu un beau meeting il y a quelque temps. Content de retrouver Jean-Luc. On se donne quelques souvenirs de meeting. Chaque fois, on parle d'un rendez-vous à Pau, aux dernières élections européennes, où 1 minute exactement après le début de l'intervention de Jean-Luc, coupure générale d'électricité. Il a toujours pensé, quelque temps après, que j'étais à l'origine de cette sombre affaire. C'est le cas de le dire, sombre affaire. Et Jean-Luc a eu ce geste dont je me souviens, parce que c'est un élément marquant. Il s'est mis en équilibre, là, au bord, vraiment dans une noirceur absolue. Les gens commençaient à partir. Non, non, restez. Et il a fait un meeting d'1 heure. Et on a terminé au briquet. Je ne dis pas ça pour le camarade qui est aujourd'hui aux éclairages doit regarder, tout va bien. Je voulais être à Montpellier, non pas comme tête de liste de Pau, du Front de gauche, mais comme porte-parole du Parti communiste français, au nom de Pierre Laurent et pour l'ensemble de la direction nationale, pour dire que lorsqu'on est communiste, ce soir à Montpellier, la place c'est ici et nulle part ailleurs. Je viens dire que les camarades qui sont ailleurs, ne représentent en rien mon organisation, sont sur une aventure personnelle qui n'engage en rien le collectif politique, militant, fraternel et humain que nous sommes. Bref, le Parti communiste, il est ici ce soir. Je tiens à saluer, car je sais qu'il est ici, je ne sais pas où exactement, on m'a dit là, c'est pour ma génération, quelqu'un qui a beaucoup compté, qui compte beaucoup. J'ai encore en mémoire sa carte blanche récente en hommage à Louis Aragon. Je salue la présence de Roland Leroy, ancien directeur du journal L'Humanité, et de son épouse Danielle. Je ne sais pas où tu es, Roland, on m'a dit par là. Ici. Bonsoir, camarades. Lundi, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre par intérim, puisque quand Pierre Gattaz a un empêchement, ils font appel à Jean-Marc Ayrault, et Emmanuel Valls ont fait une conférence de presse. La chose devait être importante pour mobiliser ces deux cerveaux. Et ils nous ont alertés sur le risque d'une forte abstention les 23 et 30 mars prochains. La veille, Hollande avait fait sortir la belle vaisselle de l'Élysée
pour accueillir une trentaine de patrons de multinationales. J'aurais préféré qu'il invite les Sanofi de votre ville, 300, qui eux savent quelles sont les pratiques des grands groupes. Et face à ce nouvel épisode des feux de l'amour entre François Hollande, qui n'est décidément pas, pour qui la finance n'est pas l'ennemi, et de ces gens-là, ceux des dividendes, des retraites chapeaux, des délocalisations, comment voulez-vous que toutes celles et ceux qui ont voulu le changement, oh, ils ne s'attendaient pas à des miracles, c'est vrai, mais comment voulez-vous, Monsieur Ayrault, Monsieur Valls, que ce peuple qui pensait se débarrasser de Sarkozy ne soit pas aujourd'hui écœuré par la tournure prise par les événements des derniers mois. Il y a une semaine encore, au porte-à-porte à Pau, on me disait, c'était, novembre, décembre, on me disait, on n'a pas voulu ça, on n'a pas voté pour ça. Vous l'avez entendu comme moi. Aujourd'hui, et il faut regarder ça avec attention, les choses s'expriment différemment. Une étape a été franchie. Il s'est passé quelque chose. Après le pacte Hollande-Gattaz, après tant de renoncements, de reculades, Myriam en a fait le rappel, je n'y reviens pas, les personnes que nous rencontrons ressentent bien que quelque chose d'irréparable vient de se passer entre ce président et son électorat. Un point de non-retour. Je veux faire ici écho à deux personnes, parce que les mots sont importants. Les mots tels qu'ils viennent au porte-à-porte sont importants. Je pense à une dame épuisée, retraitée de la grande distribution, qui me dit « tout ça, c'est dégoûtant ». Et je pense à ce jeune, en sortant de la mission locale dont je me coupe à Pau, qui me dit « Monsieur Artigol, priorité à la jeunesse, mort de rire ». Hollande est donc allé aux États-Unis mercredi dernier. Tu as évoqué, Myriam, l'accolade avec le chef des pigeons à la Silicon Valley. Et à Washington, le président de la République a demandé l'accélération de la mise en place de l'accord de libre-échange transatlantique. Nous sommes ici un collectif politisé, conscient, nous en connaissons les risques. Et je cite le président de la République, « Aller vite n'est pas un problème, c'est une solution ». Et Obama, je veux remercier François pour sa coopération. Puis, sitôt revenu à Paris, une seconde couche, 34 dirigeants des grands groupes internationaux. La droite se régale, elle est aux anges. Elle ne s'attendit pas à ça, mais dans le sens qu'elle souhaitait. Je cite Le Figaro et son éditorial de lundi. Écoutez, pour ce capitaine d'industrie habitué à sillonner le monde, c'est bien écrit, hein, la France est le pays qui leur interdit d'organiser le travail à leur guise, de disposer de leur usine comme bon leur semble. Soucieux de se développer dans l'Hexagone, ils hésitent à embaucher, faute de pouvoir s'alléger en cas de coup dur. La vérité, c'est que ces grands groupes se débrouillent pour payer 4 fois moins d'impôts que les PME, PMI. Je connais, parce qu'on ne confond pas le patronat, des chefs d'entreprise locaux dans mon territoire qui se battent comme des beaux diables, qui sont étranglés par les banques, qui n'ont pas de trésorerie, qui ne savent pas comment faire. On a des propositions, je ne les développe pas ici, mais on parle bien de ces grands groupes multinationaux. La vérité, c'est que Google doit 1 milliard au fisc. Combien de ces entrepreneurs ont bénéficié d'effets d'aubaine, ont profité de financements publics pour fermer quelques mois ou quelques années plus tard? Quand on est le chef de l'État d'un pays comme le nôtre, d'un grand pays comme le nôtre, on s'interdit dans de tels moments une génuflexion de plus, une courbade supplémentaire. Hollande a fait distribuer à ses dirigeants des multinationales et des fonds de pension un 2 pages avec la liste des capitulations. Il a parlé des 50 à 60 milliards d'euros en moins dans dépenses publiques et sociales. Il a parlé de la réforme des retraites.
Il a présenté l'ANI comme la modernisation du marché de l'emploi. Et il a présenté l'objectif de la France. Vous avez vu, on ne parle plus de l'inversion de la courbe du chômage. C'est passé. Donc l'objectif de François Hollande, devant ces rapaces de la finance, une start-up république. Grâce, je cite, parce qu'il faut bien noter ce qu'ils disent aujourd'hui, à la valorisation de la prise de risque entrepreneuriale et à un régime fiscal favorable. Tiens donc. Oui, mais voilà. Hollande, Sapin, Cazeneuve, Moscovici peuvent se mettre à plat ventre. Ils peuvent servir les petits fours et tous les plats qu'il y a derrière. Ces gens-là en voudront toujours plus. C'est comme cela qu'ils fonctionnent. Et cela a un mot, ça s'appelle la lutte des classes. À l'Élysée même, le PDG de Siemens, parce que tout ça est très vulgaire, on me disait aux portes de Pau, c'est dégoûtant, mais c'est aussi excessivement vulgaire. Le PDG de Siemens, qui demande que les institutions représentatives du personnel, les CE, les comités d'hygiène, de sécurité, vous les connaissez, qu'on puisse réguler leurs pouvoirs et alléger les aspects pénaux du droit du travail. Être président dans ce moment-là, c'est les regarder. C'est leur dire on vous a à l'œil. C'est leur dire l'attractivité, ce n'est pas le chantage à l'emploi. L'attractivité, c'est notre système éducatif, la main-d'œuvre qualifiée, la productivité de nos salariés, l'énergie de notre pays, les transports, les services publics, même s'ils sont attaqués, la santé, l'école, le niveau de développement de notre pays. Et il faut rappeler une chose, c'est que 1% des hommes les plus riches, dont ces mecs-là qui ont été reçus, ont l'équivalent de ce qu'a 99% des autres, soit 110 000 milliards. Et il faut rappeler que les 42 premières sociétés françaises ont en trésorerie, en liquidité, aujourd'hui en cash, 220 milliards d'euros, c'est 11% du PIB. Voilà la réalité des prix. Tout cela est donc un marché de dupes. Et on a donc le grand débat sur les contreparties. Ce feuilleton, Gattaz, les contreparties, elles sont où? Il ne faut pas qu'ils se donnent de peine, il n'y en aura pas. Et ce qui m'a fait le plus mal au ventre, je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Luc, dans cette glissade, jusqu'où iront-ils, c'est Gattaz reçu le 7 février, c'était dans le JDD le 9, reçu à Solferino, au siège du Parti socialiste. Et ils ont mis Gattaz, il fallait quand même imaginer cette situation, derrière un panneau rouge où il y avait écrit 2014, année Jaurès. J'ai souvenir d'une citation de Jaurès qui disait, je vais m'y rapprocher, mais de cascade en cascade, ils ont atterri au final dans un bassin stagnant. Harlem Désir était véritablement dans un cloaque qu'on espère pour personne. Gattaz et son pins, 1 million d'emplois. L'arnaque de la période, puisque 1 million d'emplois, le secrétaire général de la CGT l'a rappelé, 1 million d'emplois en 5 ans, c'est tout simplement ce que crée naturellement l'économie française sur une même période. Et hier, Gattaz a réclamé un moratoire sur le projet de loi qui stresse les patrons. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'ils sont en très grande difficulté. Alors oui, tout cela soulève le cœur. Le pacte sera présenté, tiens donc, comme par hasard, après les élections municipales, comme seront précisés les 50 milliards d'euros dans la dépense publique en moins. Où va se faire les tailles, les saignées? Ils vont enlever où? Puisque là, il ne s'agit pas d'un coup de rabot, mais bel et bien de ponction à hauteur de 50 à 60 milliards d'euros. Alors, ils ont commencé à lever un peu. C'est le concours Lépine. On va les faire où, ces économies? Il y en a un au ministère de la Culture qui a dit « on n'a qu'à fermer une aile du Louvre ». Et puis, il y a les économies à venir dans la santé, parce que ce socialisme de l'offre, on voit bien où est l'offre et à qui elle profite. On ne voit plus où est le socialisme. Ça fait longtemps qu'il est évacué
Par contre, ça peut accoucher en effet de recul de civilisation, de société. Quand on prévoit pour la santé de la chirurgie ambulatoire, vous êtes hospitalisé, mais le soir, il faut rentrer chez vous. Et ils viennent aussi de chiffrer à 380 millions la chimiothérapie à domicile. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Quand je parle de barbarie, nous y sommes. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Solidarité à nos camarades partout en Europe qui luttent contre ces politiques d'hyper-austérité. Hollande voulait passer au pacte de responsabilité. Il a dit « Vous m'évacuez la loi famille et je ne veux plus en entendre parler ». C'est Manuel Valls qui a sonné le tocsin. C'était 1,5 million d'enfants vivant dans des familles recomposées. Des enfants de couples qui divorcent en se déchirant. C'était des milliers d'enfants placés, ballottés de foyer en foyer. Et les demandes associatives étaient simplement de pouvoir les adopter rapidement. C'était le statut des beaux-parents, avec nos vies, nos familles telles qu'elles sont. Parce que le droite réac pense qu'une famille, c'est un papa, une maman, un garçon habillé en bleu et une fille habillée en rose. Voilà devant qui Hollande a reculé. Et je vais vous donner le pédigré de celle devant qui le gouvernement a reculé. La nouvelle égérie des plateaux télé qui a remplacé Frigide Barjot. Ludovine Dutheil de la Rochère, nouvelle présidente de la Manif pour tous, devant qui Hollande a dit donc on retire la loi famille. Le journal Libération faisait un portrait d'elle en juin 2013. Je cite « Je me situe dans l'église catholique pleinement, 42 ans, 4 enfants, prof dans le privé. » Très bien. Sauf que nous, si on veut faire différemment, on peut faire différemment. Elle peut faire comme elle le souhaite, mais elle n'a rien à nous imposer, notamment pas sa vision de la famille. Ludovine a épousé Étienne, origine noble, Dutheil de la Rochère. Est-ce que ce nom Dutheil de la Rochère, l'oncle, il est bien vice-président du Rassemblement Bleu Marine? Oui, c'est lui. Et la fille, dans la famille Dutheil de la Rochère, c'est celle qui est candidate FN du 13e arrondissement à Paris? Oui, c'est elle. Et Ludovine est salariée de la direction de la communication de la Fondation Jérôme Lejeune. Ce sont les fous de Dieu qui font les croisades anti-IVG dans les maternités. Voilà. J'en termine sur un point et j'en viens pour ce qui me concerne ce soir à l'essentiel. Nous sommes confrontés à ces rares moments de l'histoire où la France la plus conservatrice se sent pousser des ailes, descend dans la rue et ose réclamer une remise en cause de droits qu'on croyait acquis à jamais, tels que l'IVG. Cette France réac a toujours existé. Il ne faut d'ailleurs pas peut-être lui donner plus d'importance qu'elle n'a aujourd'hui, mais être très attentif et vigilant, puisque c'est la France raciste qui veut le retour à la théorie des races, homophobe, qui fait l'apologie du sexisme. Tout est lié par une logique qui tend à effacer le rôle que jouent les rapports sociaux dans la construction de l'être humain. Et la droite va sur ce terrain-là, parce que c'est une défaite sur l'idée même de la gauche, dans ce que sa tradition a de plus hautement symbolique, la conquête de nouveaux droits. Nous sommes confrontés à une recomposition à droite. Vous avez vu Fillon, qui ne trouvait pas trop mal le référendum en Suisse, sur la fond de montée et de pulsions réactionnaires et d'extrême droite. Mais il faut dire la vérité, tout cela tient aussi à l'accroissement spectaculaire de la crise économique et sociale et à la détresse qu'elle produit. On nous annonce le Front National haut. Nous, on va continuer à le combattre pied à pied. Comme Jean-Luc l'a fait, ça a été le seul candidat à l'élection présidentielle à mener ce combat-là. Que l'on ne nous donne aucune leçon sur le combat face à la droite et à l'extrême droite. Aucune. Mais la vérité est de dire que la politique gouvernementale aujourd'hui, la politique qui est menée, alimente ce terreau nauséabond. Alors, on peut avoir de l'inquiétude sur l'évolution de la situation politique, mais on veut la transformer. Nous rentrons dans une période qui va être une période exaltante. J'étais aux côtés de Marie-Georges Buffet au moment de la création
du front de gauche. J'ai souvenir des premiers échanges avec Jean-Luc. Tout ce qui nous a amenés à créer le front de gauche, qui est la plus belle chose qui soit arrivée à la gauche dans ce pays au cours de la dernière période. Tout est reconvoqué de manière brûlante. La crise de la gauche, la crise à l'échelle européenne. Et donc oui, il faut le sursaut à gauche. Myriam a parlé des rendez-vous, je n'y reviens pas, Jean-Luc va en parler. Et moi, je suis confiant dans les beaux résultats que nous allons obtenir. Vous avez travaillé ici, vous avez constitué cette liste, et je sais que ce n'est pas facile de le faire par les temps que nous traversons. Mais nous faisons la démonstration avec ces listes-là que la gauche peut être debout, peut être mobilisée, peut tracer ce chemin. Et beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ont voté François Hollande au premier tour nous disent « Bon courage, allez-y, on compte sur vous ». Je me lance dans un exercice délicat, mais je vous le dis, parce qu'il faut parfois aussi dire les choses au plus vrai, au plus court, et le second tour. Alors je vais vous dire comment on le présente à Pau. Je ne dis pas que c'est la solution à toutes les questions qu'on peut se poser. Ce qu'on sait bien, c'est que l'union de la gauche à la papa, c'est derrière nous. Ça va. Ce qu'on sait bien aussi, c'est qu'il faut battre la droite avec ce terreau idéologique qu'elle cultive aujourd'hui, ne pas lui permettre d'accéder. Alors, nous, ce que nous allons faire, tu peux juger que c'est pareil. Moi, je juge encore que la gauche, c'est nous et qu'elle a un bel avenir devant elle. Et je ne vois pas pourquoi, quand le suffrage universel nous donne de l'audience, un score, une réalité politique à l'échelle des territoires, pourquoi n'irons pas dans les conseils municipaux créer des groupes autonomes du Front de gauche avec un maximum de femmes et d'hommes du Front de gauche dans ces assemblées municipales? À qui laisserions-nous ces places dans les conseils municipaux pour dire dès le début des nouvelles mandatures, à Pau, on mène une campagne très forte sur la gratuité des bus. Allons vers des majorités municipales de gauche avec des propositions du Front de gauche, y compris en prenant nos responsabilités, en disant nous on pense que la politique, elle peut changer la vie des choses, le cours des choses. Et donc je vous souhaite un maximum d'élus du Front de gauche dans le prochain conseil municipal de Montpellier. Voilà, et je termine par un souvenir qui est encore brûlant. On a en mémoire les sourires et les poings levés de 2012 avec la campagne des présidentielles, des places publiques. On a ce souvenir-là. Ces troupes-là, cette énergie, elles sont toujours présentes dans ce pays, un peu dispersées, un peu clairsemées. Nous sonnons le rappel. On veut remobiliser cette énergie citoyenne. L'espoir commence toujours par de la détermination. Et vous l'avez eu ici, en faisant cette liste, et par le fait de se faire confiance. Faire confiance à la force de nos convictions, faire confiance au beau front de gauche qui repart de l'avant.